Voilà, je vais essayer de vous parler non pas de la guerre en Ukraine, mais du nouvel ordre mondial que les États-Unis sont en train d'organiser sous vos yeux sans que vous vous en rendiez compte à l'occasion de cette guerre en Ukraine. En premier lieu, vous devez savoir que depuis la mi-février, les médias sont complètement faussés parce qu'ils ne rendent pas compte de l'ensemble des événements, mais exclusivement des messages que l'OTAN souhaite faire passer. Depuis la mi-février, nous sommes tous borgnes, nous ne voyons que la moitié des choses et donc nous nous trompons lorsque nous voulons les interpréter. Et la deuxième chose que vous devez avoir en tête, c'est que on vous prend par les sentiments. Tous les jours, on vous montre des Ukrainiens qui souffrent, c'est horrible, nous devons les soutenir, c'est un devoir humain de les soutenir, mais cela ne leur donne pas raison. Le fait de souffrir et le fait d'avoir raison, c'est deux choses complètement différentes. Maintenant, venons-en aux événements. Cette guerre n'a pas commencé le 24 février avec l'intervention russe, mais quelques jours plus tôt, le 18 février, avec l'intervention des États-Unis. Une intervention dont personne ne vous a parlé. Le 18 février, d'après l'Organisation pour la sécurité et la conférence, l'Organisation pour la conférence, donc l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ça s'appelait conférence alors, pour la sécurité et la coopération en Europe, d'après cette organisation qui réunit 57 États, elle a été constituée durant la guerre froide, tous les États du continent européen en sont membres et des États en dehors, comme les États-Unis. Personne ne conteste la neutralité de cette organisation et elle a constaté qu'alors qu'il n'y avait pas de combat en Ukraine, pourtant le 18 février, les combats ont repris entre les provinces ukrainiennes du Donbass et le reste du Donbass. Alors, l'OSCE ne dit pas que ce sont les armées ukrainiennes qui ont fait ça, mais ça ne peut être qu'elles. Les bombardements de la population ukrainienne du Donbass ont commencé le 18 février. Le 18 février, ces gens-là ont reçu 1400 obus dans la journée. 1400. C'est-à-dire, une guerre a commencé. Et en quelques heures, au maximum dans les 2 jours qui ont suivi, environ 100 000 Ukrainiens du Donbass ont fui cette ligne de front. Ils se sont repliés à l'intérieur du Donbass ou en Russie. Et la Russie n'a fait que répondre à cette attaque. Alors, cette attaque ne s'est pas limitée à ça. Les Ukrainiens ont agité le chiffon rouge. Le lendemain, le 19 février, il y avait la conférence sur la sécurité à Munich. Ça réunit chaque année tous les dirigeants politiques des États membres de l'OTAN. Donc, dans cette conférence, le président Zelensky a annoncé qu'il voulait acquérir la bombe atomique pour pouvoir menacer la Russie. Vu de Moscou, l'Ukraine rentre en guerre contre la Russie et annonce qu'elle va acquérir la bombe atomique. Et évidemment, il devait y avoir une réponse russe. La Russie devait protéger ses propres citoyens. Et vous devez savoir que si la guerre civile en Ukraine a commencé en 2014, je parle bien d'une guerre civile, puisque c'était des Ukrainiens contre d'autres Ukrainiens, et qu'au cours des 8 dernières années, cette guerre a fait, selon le gouvernement de Kiev, au moins 13 000 morts. Au moins 13 000 morts civils, plus 1 millier de militaires.
d'après Kiev. D'après le gouvernement russe, qui a mené une commission d'enquête officielle là-bas, c'est pas 13 000, mais c'est 22 000 civils qui sont morts. Peu importe, il y a quand même bien un carnage dont personne ne semble s'affoler. Donc je reviens à ce que je disais. La Russie, au cours des 8 dernières années, a donné sa citoyenneté russe à la population, presque toute la population du Donbass ukrainien, qui parle le russe tous les jours depuis qu'elle est toute petite. Et que le gouvernement de Kiev interdit de parler russe à l'école et dans les administrations, alors que ça avait toujours été autorisé. Donc, le gouvernement de Moscou a soutenu sa population militairement à partir du 24 février. Mais surtout, il faut comprendre le contexte de cette affaire. Parce que pourquoi les États-Unis ont armé le bras de Kiev pour qu'il attaque la Russie? C'est très simple. Depuis une dizaine d'années, la domination des États-Unis est menacée par l'émergence de la Russie et de la Chine. Au réseau Voltaire, nous vous expliquons depuis longtemps que la première puissance militaire n'est plus les États-Unis, mais la Russie. C'est absolument certain depuis 2018, mais les États-Unis refusent de le reconnaître. Pourtant, sur les champs de bataille, notamment en Syrie, on a bien vu que l'armée russe est supérieure au plan tactique aux armées soutenues par les États-Unis. Leur technologie est sans comparaison. La technologie des États-Unis, c'est une technologie qui date d'il y a 30 ans. C'est complètement dépassé. Les Russes ont une armée complètement renouvelée et ils ont changé leur personnel. Avant, l'armée dont ils avaient hérité de l'Union soviétique, c'était franchement c'était une bande d'ivrognes. Bon. Aujourd'hui, ce sont des jeunes gens très bien formés et qui sont allés en situation de guerre réelle s'affronter aux djihadistes, aux armées djihadistes en Syrie. Et au plan économique, la Chine a dépassé depuis longtemps déjà les États-Unis qui ne sont plus que des consommateurs et non plus des fabricants. Donc, les États-Unis se sentant menacés, ils ont expliqué eux-mêmes ce qu'ils appellent le complexe de Thucydide. Thucydide, c'est cet historien de la Grèce antique qui a raconté l'affrontement entre Sparte et Athènes. Sparte dominait toute la Grèce, mais Athènes, qui lui était inférieure, a commencé à développer un empire à l'étranger. Donc Athènes se trouvait économiquement avoir un rayonnement que Sparte n'avait plus. Et la guerre entre les deux cités est devenue inévitable. Donc les politologues aux États-Unis nous disaient depuis une dizaine d'années que la guerre entre les États-Unis d'un côté, la Russie et la Chine de l'autre allait devenir inévitable. Et les Pentagones, il y a des gens même qui ont expliqué que cette guerre aurait déjà dû avoir lieu, elle avait été programmée pour 2015. Donc, les États-Unis ont placé des troupes et des armes au cours des dernières années dans toute l'Europe centrale et orientale. Ils ont fait ça en violation
premièrement du traité de réunification allemande et deuxièmement des déclarations d'Istanbul et d'Astana qui ont été prises au sein de l'OSCE. Comprenons bien. La Russie est un immense pays. En superficie, c'est le plus grand pays du monde. Pour se défendre, la Russie ne peut pas défendre ses frontières. Elle n'a pas les troupes pour ça. C'est une petite population dans un pays immense. Donc, la Russie, pour se défendre, utilise la technique de la terre brûlée. Si un envahisseur vient chez elle, elle retire sa population le plus loin possible dans son immense territoire et elle brûle ses propres villes pour que l'envahisseur ne puisse pas se nourrir sur place. Donc, les envahisseurs doivent amener tout ce dont ils ont besoin s'ils veulent pouvoir continuer leur progression. C'est un défi logistique impossible à remplir. Napoléon et Hitler ont échoué à le faire. Mais pour pouvoir faire ça, les États-Unis amènent des troupes et des armes en Europe centrale et orientale. La Russie a dit, vous n'avez pas le droit, d'après ce que vous avez signé au moment de la réunification allemande, vous n'avez pas le droit d'étendre l'OTAN vers l'Est. Ce qu'ils ont fait quand même, à plusieurs reprises. Mais la Russie ne conteste pas que les pays d'Europe centrale et orientale puissent s'allier aux États-Unis. C'est tout à fait leur droit. C'est le droit de chaque État. Et elle ne conteste pas non plus ça pour l'Ukraine. Ce qu'elle conteste, c'est que l'Ukraine puisse héberger des bases militaires des États-Unis. C'est complètement différent. Vous savez, c'est pour ça que le général de Gaulle avait décidé d'exclure les troupes de l'OTAN du territoire français. Il y avait des bases américaines en France, il n'y en a plus. Mais ça n'a pas empêché le général de Gaulle de continuer l'alliance avec les États-Unis. La France a toujours été signataire du traité de l'Atlantique Nord, mais elle n'a pas toujours été membre du commandement intégré. Les armées françaises n'ont pas toujours été placées sous l'autorité d'un général américain, comme c'est le cas aujourd'hui. Revenons à ce que je disais sur la Russie et la Chine. Ce sont des cultures fondamentalement différentes de la culture anglo-saxonne. Les Chinois, par exemple, expliquent qu'ils ne veulent pas concurrencer les États-Unis. Ça ne les intéresse pas. Ils ne font pas de compétition. Eux, ils disent, nous voulons une relation gagnant-gagnant. Alors, gagnant-gagnant, ça ne veut pas dire une compétition commerciale. Ça ne veut pas dire chacun, quand il signe un contrat, va trouver un intérêt à ce contrat. Pas du tout. Ça fait référence à l'histoire chinoise. La Chine, c'est d'abord une population avec une population gigantesque. Et l'empereur de Chine ne pouvait pas savoir ce qui concernait des individus n'importe où sur son territoire. Il laissait la gestion de son territoire à des gouverneurs régionaux. Et c'est toujours comme ça que ça fonctionne en Chine. Le gouvernement de Pékin ignore ce qui se passe dans les différentes régions. Bon. Il y a une décentralisation qui est considérable. Il n'y a pas de pays plus décentralisé que la Chine. Mais lorsque l'empereur prenait
un décret, il devait s'assurer que chacun des gouverneurs régionaux allait comprendre l'importance de ce décret. Parce que s'il disait, bon, mais ça n'a aucune implication dans ma province, il allait commencer à laisser tomber les différents décrets et à ne plus reconnaître l'autorité de l'empereur. Donc l'empereur devait, quand il prenait un décret qui n'avait pas d'application dans telle ou telle province, donner quelque chose en supplément au gouverneur de cette province pour qu'il continue à respecter l'autorité de l'empereur. Donc, je vous dis tout ça parce que ce que la Russie et la Chine veulent faire, c'est un monde multipolaire. Un monde où il n'y a pas une puissance qui décide pour les autres, mais où chaque puissance décide pour elle-même. Et ce que veut faire Washington, c'est au contraire conserver la domination des États-Unis sur le monde pour que la décision soit uniquement la sienne, celle de personne d'autre. Donc qu'est-ce que font les États-Unis à l'occasion du conflit qu'ils ont eux-mêmes organisé en Ukraine? Ils coupent le monde en deux. Ils éjectent la Russie de toutes les organisations intergouvernementales. Donc ça va commencer par l'Organisation mondiale du commerce et ça va se terminer par l'Organisation des Nations Unies. Bon, bien sûr, les statuts de l'ONU ne permettent pas cela, mais les États-Unis n'en auront que faire. Ils arriveront au bout de leur détermination. Ce processus a commencé en expliquant qu'il fallait arrêter de commercer avec la Russie. Alors, arrêter de commercer avec la Russie, je sais pas, par exemple, le Renault vient de décider de fermer l'usine qu'il avait à Moscou. Renault avait déjà fermé ses usines en Iran, quand on lui avait dit de le faire, et ça a été une catastrophe économique. Donc ça, c'est une catastrophe économique pour Renault. Mais les États-Unis s'en moquent. Ce qu'ils veulent, c'est que l'Union européenne subisse un choc économique, pour que l'Union européenne soit obligée d'accepter la domination des États-Unis. Ça, Paul Wolfowitz l'avait très bien expliqué il y a 30 ans, en 1991. Ce Straussien, qui est devenu par la suite le numéro 2 du Pentagone, avait expliqué que le véritable ennemi des États-Unis, à l'époque la Russie et la Chine, c'était pas grand-chose, c'était l'Union européenne, et que donc il fallait empêcher l'Union européenne de devenir économiquement et politiquement indépendante. Mais avec le temps, l'Union européenne s'est un peu développée, mais pas beaucoup, alors que la Russie et la Chine ont connu une croissance prodigieuse. Donc, les États-Unis aujourd'hui veulent à la fois écarter de notre champ de conscience l'existence même de la Russie et bientôt de la Chine, et ils veulent abaisser l'Union européenne. Regardez bien les conséquences toutes les sanctions économiques et financières que l'on a prises. Elles ne sont pas contre la Russie, elles sont contre l'Union européenne. La bourse de Moscou a été fermée le 25 février, le lendemain de l'intervention russe en Ukraine. Elle a été rouverte hier, le 24 mars. Et donc, tout d'un coup, on sait comment
l'économie russe a réagi à ces sanctions. Ce que l'on voit, c'est que toutes les activités de services tournées à l'international se sont effondrées, notamment les banques internationales russes. Mais les activités de la production en Russie, au contraire, se sont développées. Et hier, la bourse de Moscou ne s'est pas effondrée. Au contraire, elle était en hausse de 4,5%. Donc c'est pas négligeable. Alors, les, les États-Unis ne vont pas se limiter à l'exclusion de la Russie des organisations internationales. Ils vont l'enlever de votre champ de conscience. Regardez, on a viré les oligarques qui étaient sur la Côte d'Azur. Quel rapport avait-il avec Vladimir Poutine qui les déteste tous? Aucun. Mais il ne faut pas qu'il y ait de clientèle russe dans la Côte d'Azur, c'est tout. Je ne cherche pas à défendre ces gens-là, ils me sont tout à fait indifférents. Mais ils ne sont pour rien dans les événements actuels. Ce qu'on leur fait est illégitime. Alors, on ne va pas s'arrêter là. On va continuer en supprimant toute référence à la culture russe en Occident. Regardez, on a commencé à interdire des chefs d'orchestre russes qui n'avaient aucun rapport avec leur gouvernement et qui étaient peut-être tout à fait contre ce que fait Vladimir Poutine. Mais peu importe, on interdit à ces gens-là de donner des concerts. Et là, vous avez les grandes universités aux États-Unis viennent d'interdire qu'on enseigne Solzhenitsyn, qui était le héros contre l'Union soviétique, et même que l'on enseigne Dostoïevski, qui est un écrivain de la période tsariste. Donc, on est en train d'installer un nouvel ordre mondial uniquement occidental. Surtout, ne vous laissez pas embobiner par cette affaire. Nous devons rester des êtres humains, nous devons rester des amis des Russes et des Chinois. Alors ne croyez pas que les Chinois vont laisser faire ça, parce qu'ils ont très bien compris que ça commence avec la Russie et ça se poursuivra avec eux. Hier, à l'OTAN, on a demandé que la Russie soit exclue de l'OMS, de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce. Mais déjà, 2 jours auparavant, la Chine avait dit qu'il n'en était pas question, que rien n'autorisait ça. Les Chinois savent que ils auront à souffrir de l'impérialisme occidental après les Russes. L'histoire le leur a déjà enseigné et ils ne laisseront pas les choses se reproduire. Alors, conservez tous les amis que vous avez en Russie et en Chine. À bientôt.